Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous accueille pour vous présenter le programme de ce jeudi 13 août 2026. Tout d'abord, le journal de l'actualité taïwanaise sera présenté par Lisa Dufaux. Je vous rejoindrai ensuite pour le décryptage, le premier épisode d'une série sur le portefeuille d'identité numérique taïwanais. Nous reviendrons tout d'abord sur le projet de carte d'identité à puce qui a été suspendu. Dans l'émission Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous fera découvrir l'avenir des semi-conducteurs au-delà du silicium. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans Graines de Business, Lisa Dufaux vous présentera une épicerie traditionnelle face aux défis de la concurrence des supermarchés et à des Taïwanais qui cuisinent de moins en moins. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Lisa Dufaux pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. L'Ouganda confisque les passeports de plusieurs Taïwanais au nom du principe d'une seule Chine. L'Indonésie affirme que l'exercice mené avec la Chine dans l'est de Taïwan n'était qu'un exercice de passage sans nature militaire. Taïwan salue la publication par 41 pays d'une déclaration commune sur les tests de missiles. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 13 août 2026. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères a indiqué ce 13 août avoir été informé que l'Ouganda exigeait désormais des ressortissants taïwanais de présenter un passeport chinois pour pouvoir entrer dans le pays. La diplomatie a précisé que 3 hommes d'affaires taïwanais accompagnés de leurs proches, munis de passeports taïwanais, avaient vu leur passeport confisqué hier par les agents de l'immigration à l'aéroport d'Entebbe à Kampala, capitale de l'Ouganda. Même si ces voyageurs ont été autorisés à entrer sur le territoire, il leur a été exigé de montrer un passeport chinois afin d'y apposer un tampon d'entrée pour que leur passeport taïwanais leur soit restitué, une mesure justifiée par un responsable local par la politique ougandaise dite d'une seule Chine. Selon le ministère des Affaires étrangères, cet incident fait suite au cas récent de 2 ressortissants taïwanais qui avaient vu leur passeport taïwanais confisqué par les services de l'immigration à l'aéroport, l'un d'eux ayant été expulsé. La diplomatie taïwanaise déclare s'être immédiatement renseignée sur la situation à travers le Bureau économique et culturel de Taipei au Somaliland, qui supervise aussi les affaires liées à l'Ouganda, et l'Association des entreprises taïwanaises en Ouganda, qui ont immédiatement apporté l'aide et le soutien nécessaires aux personnes concernées, selon le ministère. Ce dernier a expliqué que si le gouvernement ougandais n'avait pas encore annoncé officiellement de modifications concernant les visas et les conditions d'entrée en Ouganda pour les ressortissants taïwanais, il était fortement conseillé aux citoyens taïwanais se rendant en Ouganda d'évaluer la nécessité et les risques potentiels liés à leur voyage et de rester en contact étroit avec le Bureau économique et culturel de Taïwan au Somaliland. Enfin, la diplomatie a indiqué qu'environ 70 Taïwanais résidaient actuellement en Ouganda et que 35 entreprises à capitaux taïwanais étaient implantées dans le pays. La marine indonésienne a publié un communiqué qui apporte une nuance à l'annonce chinoise selon laquelle les 2 pays ont mené, le mercredi 12 août au matin, des exercices militaires dans l'est de Taïwan. Le ministère de la Défense chinois avait annoncé mardi la tenue prochaine d'un exercice de navigation conjoint entre les marines chinoises et indonésiennes dans les eaux à l'est de Taïwan, une annonce vivement critiquée par Taïwan qui avait dénoncé un mépris des normes internationales et une escalade des tensions régionales. Selon l'annonce, la frégate Honghe de la marine chinoise et la frégate indonésienne KRII Gusti Ngurah Rai 332 devaient mener un exercice centré sur la communication et le ravitaillement en mer dans les eaux à l'est de Taïwan. Après que Taïwan a cherché à clarifier la situation auprès de l'Indonésie, la marine indonésienne a indiqué que les activités en question n'étaient qu'un exercice de passage, en accord avec la politique étrangère indonésienne de non-alignement, tout en précisant qu'il ne s'agissait pas d'exercice de combat. Le communiqué précise que la frégate indonésienne, qui venait d'effectuer des exercices à Vladivostok, en Russie,
avait mené des exercices de passage avec les pays situés le long de son itinéraire de retour vers l'Indonésie, tout en précisant que ces exercices n'étaient, je cite, pas de nature militaire. Les exercices de passage de type PASSEX visent principalement à tester les capacités des marines de différents pays à communiquer, coopérer et opérer ensemble en cas de conflit ou de mission humanitaire. Le département d'État américain a réagi en exhortant Pékin à cesser ses pressions militaires continues sur Taïwan et en appelant les autres pays à encourager la résolution pacifique des différends interdétroits plutôt que d'amplifier la rhétorique déstabilisatrice de la Chine. La diplomatie taïwanaise, de son côté, a publié ce matin un communiqué condamnant, je cite encore, le comportement arbitraire et irresponsable de la Chine. 41 pays dont les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, les îles Marshall, les Palaos, les Philippines, l'Australie ou encore la Nouvelle-Zélande ont publié le 11 août une déclaration conjointe sur les notifications de lancement de missiles balistiques. La déclaration, publiée à l'occasion de la réunion de la conférence du désarmement à Genève, déplore, je cite, la récente activité de test de missiles dans la région du Pacifique qui n'a pas suivi les pratiques standards adoptées par la plupart des États, une référence indirecte aux missiles chinois lancés de manière inopinée le 6 juillet dernier, qui a survolé plusieurs pays du Pacifique avant de s'écraser dans des eaux proches de la zone économique exclusive des Tuvalu. Le texte affirme que la conduite de tests de missiles balistiques à capacité nucléaire sans notification préalable suffisante et sans fournir de détails représente un danger et perturbe la paix et la sécurité des pays situés à proximité de ces tests. La déclaration appelle, je cite, tous les pays, en particulier les États dotés de l'arme nucléaire qui lancent des missiles balistiques intercontinentaux, des missiles mer-sol balistiques stratégiques et des lanceurs spatiaux, à notifier et à fournir un minimum de détails au moins 24 heures à l'avance aux pays affectés. Le ministre des Affaires étrangères taïwanais Lin Jialong a dit saluer et approuver la déclaration et condamner les diverses actions menaçantes de la Chine qui mettent en danger la stabilité régionale. Le ministère a indiqué que la Chine continuait d'accroître considérablement sa puissance militaire et de mener des tactiques d'intimidation militaire, de coercition économique et de guerre cognitive, avant d'accuser Pékin de chercher, à travers ces tactiques dites de zone grise, à modifier unilatéralement le statu quo dans le détroit de Taïwan et la région Indo-Pacifique. Le ministère du Numérique a publié aujourd'hui un communiqué suite à des articles de médias étrangers rapportant que des hackers étrangers utilisaient l'intelligence artificielle pour cibler les sites internet des agences gouvernementales taïwanaises. Le ministère a déclaré que des attaques anormales visant des agences gouvernementales avaient été détectées en juillet mais avaient été gérées avec succès. Le communiqué évoque une nouvelle approche hybride avec des opérations manuelles combinées à des attaques d'agents d'IA tels que OpenClaw, une méthode qui permet de combiner rapidité, faible coût et adaptabilité. Le communiqué du ministère du Numérique intervient après que l'entreprise de cybersécurité israélienne Dream a indiqué hier avoir mis au jour une campagne de hacking menée par une IA qui a permis de dérober des identifiants et d'autres données à un gouvernement asiatique dont le nom n'a pas été mentionné. Notons que Taïwan fait l'objet de cyberattaques quotidiennes. Le Bureau de la sécurité nationale avait indiqué en janvier dernier que le nombre de cyberattaques chinoises visant des infrastructures critiques taïwanaises comme des hôpitaux avait augmenté de 6% par rapport à l'année précédente, atteignant une moyenne de 2,63 millions d'attaques par jour. L'exercice de résilience urbaine qui s'inscrit dans les exercices militaires annuels Hanguang, simulant une invasion chinoise de Taïwan, a débuté aujourd'hui dans le nord de l'île et comprend pour la première fois la mise en place d'un centre médical souterrain capable de fonctionner en temps de guerre. Le président taïwanais Lai Ching-te s'est rendu ce matin à l'hôpital Changhe pour inspecter cet exercice simulant le déploiement souterrain de différentes unités hospitalières et l'évacuation en cas de raid aérien, visitant un espace de stockage de matériel, une station de don du sang ou encore des zones de traitement médical, dont une unité de dialyse d'urgence et une unité de soins intensifs. L'hôpital Changhe dit ainsi pouvoir convertir ces différentes unités pour les rendre opérationnelles en temps de guerre dans un délai de 48 heures. Le docteur Chen Tian-en, médecin urgentiste à l'hôpital Changhe, a expliqué qu'un des principaux axes de l'exercice de cette année était le triage basé sur le cloud avec le développement d'une étiquette médicale électronique développée par les services de santé de l'armée et testée aujourd'hui.
Notre système de triage permet de déterminer la gravité des blessures des patients avec des règles à claquer rouges, jaunes et vertes, attachables aux poignets des patients pour les blessures graves, modérées et légères, ce en complément de nos procédures de soins infirmiers sur support papier. Ce système présente l'avantage d'être peu coûteux, rapide et durable, même s'il peut s'avérer moins pratique pour le suivi des patients. Nous allons donc appliquer un double système en complétant les règles à claquer par une étiquette de blessure électronique sur la poitrine, ce qui affichera la couleur et permettra ainsi au personnel médical de les identifier rapidement. Le gouvernement taïwanais a approuvé aujourd'hui un projet d'amendement à la loi sur le contrôle du blanchiment d'argent, un texte visant à renforcer le contrôle des activités liées aux crypto-monnaies et aux crypto-monnaies stables, les stablecoins, et à les empêcher d'être utilisées pour blanchir de l'argent. Selon les amendements proposés, l'offre sans enregistrement préalable de services liés aux actifs virtuels ou de paiement par des tiers, ainsi que l'émission de stablecoins sans autorisation, serait qualifiée d'activité illégale spécifiée à des fins de blanchiment d'argent. Le projet de loi intègre également des normes internationales en établissant une définition juridique du bénéficiaire effectif comme étant la personne qui possède ou contrôle un client ou une transaction ou une personne physique qui exerce le contrôle effectif et final sur une entité juridique. La directrice du département des poursuites judiciaires au sein du ministère de la Justice, Zhang Shaowen, a expliqué que le texte venait répondre à la récente affaire de blanchiment d'argent liée au groupe Prince basé au Cambodge et cherchait à conformer la législation taïwanaise aux normes internationales du groupe d'action financière. Le texte autorise également les autorités centrales compétentes à établir, en consultation avec d'autres agences gouvernementales, des mesures d'inspection et d'identification pour les bénéficiaires. Il s'agit aussi de permettre, dans certaines limites, aux agences gouvernementales compétentes d'accéder aux informations nécessaires sur les institutions financières et certains professionnels et entreprises non financières. Enfin, le texte vise à établir un mécanisme permettant aux institutions financières et aux prestataires de services sur actifs numériques, les PSAN, de partager des informations avec leurs pairs et avec des entités d'autres secteurs si nécessaire, dans le but de prévenir le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. Le projet de loi doit désormais être étudié par le Parlement. Afin de profiter encore davantage du marché en pleine croissance des touristes indonésiens, le Bureau du tourisme de Taïwan a mandaté l'Association du tourisme de Taïwan pour organiser un événement de promotion auprès des habitants de Surabaya, capitale de la province de Java orientale, et des agences de voyage locales. D'après les statistiques du Bureau du tourisme, 235 148 touristes indonésiens ont visité Taïwan en 2025, soit 4,75% de plus qu'en 2024. Une hausse qui s'inscrit dans la reprise des voyages entrepris par les touristes indonésiens qui ont été 9,16 millions à partir à l'étranger en 2025, soit 2,39% de plus qu'en 2024. Le directeur du Bureau économique et culturel de Taipei à Surabaya a indiqué que près de 220 000 Indonésiens avaient visité Taïwan depuis le début de l'année, soit une hausse d'environ 9% par rapport à l'année dernière. Lin Wen-jun, le directeur du Bureau de représentation de Taïwan à Surabaya, a indiqué que la relative stabilité du contexte social et des prix à Taïwan, conjuguée à la réputation de Taïwan comme destination abordable auprès des médias indonésiens, avait contribué à cette hausse. Zhou Shipi, directeur de l'Office du tourisme de Taïwan à Jakarta, a affirmé que la création d'un environnement touristique adapté aux musulmans était essentielle pour développer le marché, avant de promettre plus de restaurants certifiés halal, des hôtels adaptés aux musulmans et des salles de prière pour rendre les déplacements pratiques aux touristes musulmans. Notons qu'un autre événement de promotion du tourisme à Taïwan doit se dérouler dans un centre commercial à Jakarta du 14 au 16 août dans le cadre d'une exposition sur les voyages à Taïwan, un événement qui, contrairement à celui organisé à Surabaya, qui cible les professionnels du secteur, vise le grand public. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 13 août qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.